toujours dire les noms sans forcément... Mais peut-être que tout le monde peut s'y connaître. Si je parle déjà j'explique la situation, tout le monde peut se reconnaître par rapport à ça. Mais je ne voudrais pas donner ces noms parce que bon, peut-être que ça peut être objet de frustration de certaines personnes, puisque la mémoire est encore très récente. En histoire, il faut vraiment qu'il y ait du temps. Alors donc, j'étais en train de donner l'exemple sur deux hommes politiques centrafricains, dont l'un a construit un grand lycée dans sa région, a équipé le lycée, a sélectionné les meilleurs professeurs pour aller encadrer les jeunes de sa région. Ça, c'est une politique qui a été réalisée par un de chez nous. L'autre s'est contenté des infrastructures qui sont déjà sur place, mais lorsque les jeunes passent le bac chez eux, mais ils sont à 100%. Donc, je ne sais pas, entre ceux qu'on cherche à former très bien et ceux qu'on cherche à favoriser, je crois qu'il y a une grande différence. Est-ce qu'on a besoin de faire des démonstrations pour comprendre? Je ne crois pas. Malheureusement, c'est un peu ça le mauvais côté de nos hommes politiques. Ils ne cherchent pas à mettre en place une politique du système éducatif qui puisse s'adapter à nos réalités et ils ne donnent pas les moyens qu'il faut. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème aussi au niveau de l'écriture chez nous? Oui, il y a un problème au niveau de l'écriture parce qu'il y a une partie de l'histoire centrafricaine qu'on ne peut pas bien en parler parce que notre communication, notre manière de remonter le temps pour parler de l'histoire se faisait par la tradition orale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une connaissance, je transmets cette connaissance-là à mon fils transmet à son fils, et ainsi de suite. Mais au fil des années, eh bien, il y a des perditions, où il y a un système qui fait que ce n'est pas ce que j'ai transmis ici qui sera retransmis 4 ou 5 générations après. Ça risque d'être plus ou moins frilaté. Donc, ça a joué négativement sur une partie de l'histoire de la Centrafrique. Et en gros, on appelle ça les siècles obscurs de l'Afrique centrale. Mais toutefois, c'est cette période-là qui correspond à des grandes migrations. Parce que la partie actuelle qu'occupe la Centrafrique n'a pas connu un grand royaume comme fut le cas de l'Empire du Ghana, l'Empire Sonoraï ou l'Empire de Kouch. Non, on n'a pas connu ça parce que c'était constitué des petites tribus mais qui étaient en perpétuel conflit entre eux. Et en plus, s'il faut voir ça dans le temps avec l'esclavage à partir du 14e, 15e siècle, eh bien, ça ne fait que détruire et puis pousser les populations plus au sud. Donc, du coup, le fruit de ce qui est devenu une conscience nationale, qu'on appelle aujourd'hui la Centrafrique, eh bien, c'est lié à ces différentes migrations et à ces différents conflits, à cette partie de la traite esclavagisme menée par les Arabes, qui a fait qu'effectivement, on s'est retrouvé plus ou moins dispersés ici, puis regroupés ici pour fuir effectivement ces occupants-là. Malheureusement. Quelle est la nécessité aujourd'hui de connaître l'histoire de notre pays? C'est très important, je crois, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que il faut toujours avoir un devoir de mémoire. L'histoire est toujours marquée par un grand événement ou par un grand homme. Vous me permettez que je cite un exemple, Nelson Mandela, Bien sûr. qui peut être considéré comme un héros, pour moi un messie pour son pays, parce que ce qu'il a fait pour arriver à libérer le peuple de l'Afrique du Sud, je crois qu'il y a peu d'hommes au monde qui sont capables de pouvoir le faire. Ce parcours. Et on est obligé aujourd'hui d'en parler. Boganda également était de cela, parce que Boganda avait une grande idée pour l'Afrique. Il était à l'origine de la création de l'Afrique latine. L'Afrique latine qui devait quitter depuis le Gabon là-bas pour descendre jusqu'au niveau de l'Angola. Si on prend le Gabon jusqu'en Angola, avec toutes les richesses que contiennent ces différents pays d'aujourd'hui, je crois que ça ne peut qu'aider le pays à se développer. Et malheureusement, certains
impérialistes, des hommes de mauvaise foi ont utilisé nos faiblesses, la division, pour entraîner ce qu'on appelle la balkanisation, c'est-à-dire que la division, l'émiettement de l'Afrique en petits États, Gabon, Soudan, Centrafrique, etc. Et puis avec toutes les conséquences que nous voyons aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut lancer un message aux jeunes, justement, génération, en leur disant non, essayez de garder et avant de l'histoire si vous me permettez, avant de lancer ce message, je voudrais d'abord ressortir un élément qui semble être passé sous silence. Boganda était un grand homme politique pour la RCA. Boganda est le premier président qui a créé la RCA. Boganda a posé des actes pour unifier, fédérer tout le monde autour de lui. Il avait un projet de société qui était bien élaboré dans le cadre d'un parti qu'on appelle le MESAN, le Mouvement de l'évolution sociale de l'Afrique noire. Et ce MESAN-là avait 5 verbes. Loger, nourrir, soigner, construire, vêtir. Quand on prend ces 5 verbes-là, c'est ce qu'un homme peut avoir d'une manière minimale dans sa vie. Et malheureusement, on ne lui a pas donné l'occasion de mener à bout ses idées politiques. Et donc, Boganda est un homme qu'on doit citer en exemple et conscientiser la jeunesse à partir de l'acte qu'il a posé. C'est vrai qu'après sa mort, son parti a été récupéré et son parti n'a pas été exploité dans le sens que lui, il voulait. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour que ce parti-là puisse se relever, c'est très difficile. C'est vrai qu'il y a des hommes politiques qui ont repris ça, mais ça n'a pas bien marché parce qu'ils ne sont pas Boganda. Mais il faudrait bien qu'on puisse expliquer à la jeunesse le rôle qu'avait joué Boganda parce qu'il avait composé avec tout le monde. J'ai cité le nom de Ngumba. Ngumba n'est pas de la même région que lui. J'ai cité le nom de Dako. C'est vrai que Dako est de la même région que lui. Mais il y a quand même les Ngounians, il y avait beaucoup de Fayama, il y avait beaucoup de gens qui étaient d'autres régions qui étaient avec lui. Il a pris tout le monde pour travailler avec. Ils ont été quand même formés. Voilà, donc ils étaient unis autour d'un leader qui était là. Or, il se trouve que lorsque Boganda a été assassiné, certains hommes politiques qui avaient des ambitions pour la RCA ont lancé l'idée de démystifier un peu cette personnalité. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la RCA, à un moment, on avait interdit la fête du 29 mars qui était liée à l'assassinat c'est la date de la mort de Boganda. On avait aboli cette fête-là. Mais en abolissant cette fête, on était en train d'enterrer la conscience nationale. Vous prenez l'exemple d'un pays qui est à côté de nous, le Zaïre qui est devenu aujourd'hui le RDC. Le père de l'indépendance qui est Lumumba a été assassiné dans les circonstances que nous connaissons tous au jour d'aujourd'hui. Les gens ont voulu l'enterrer, mais on ne peut pas enterrer une conscience nationale comme ça. On est obligé de le déterrer maintenant pour parler de lui, d'exploiter ça un peu faussement. Mais c'est ces éléments-là qu'il faudrait expliquer à la jeunesse. Faire comprendre à la jeunesse que nous avons beaucoup plus besoin d'une unité pour construire le pays. Il se trouve que c'est la division qui fait que nous sommes en train de nous mordre le nez et puis avec toutes les conséquences que nous vivons. Alors justement, quel bilan on peut faire de l'enseignement en RCA? Le bilan, à mon avis, est très lourd. Il est très lourd dans la mesure où on a commencé déjà à constater des baisses de niveau. Et cette situation s'est amplifiée, notamment ces 3 dernières décennies. Manque de formation, manque de... Il y a un problème de formation, il y a un problème de moyens, il y a un problème de motivation. Il y a un problème de motivation. Parce que, si vous me permettez un petit exemple, où un collègue qui était à l'école primaire, il n'avait pas de moyen de déplacement. Il venait avec son sac et puis avec les cahiers de ses élèves sous le bras comme ça, il marchait à pied pour aller au lycée, alors que son élève venait en voiture avec son papa et
L'enfant, quand il a vu ça, ça lui a fait mal au cœur. Il a posé la question à son père, mais pourquoi mon maître ne peut pas avoir ne serait-ce qu'un cyclo? Donc, c'est un peu ça. Il faudrait bien... Il y a beaucoup de choses. Peut-être on parle de ça en 2 mots, ce sera très limite, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. Je vous en prie. Je pense que ça a quand même un petit peu évolué, mais aujourd'hui, où sont nos vrais enseignants? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'éducation ça ne motive pas, ça ne motive pas, ça n'encourage pas, ça n'attire plus l'enseignement. Ça n'attire plus l'enseignement parce que les conditions sont telles que tout le monde se lance maintenant vers le matériel. Et comme c'est un secteur de la vie où ce n'est pas bien rémunéré, eh bien, il y a très peu de gens qui veulent s'y intéresser. Quand ils y vont, peut-être parce qu'ils ne trouvent pas mieux ailleurs. Alors qu'à l'époque, les gens y allaient par conviction, parce que les conditions étaient créées pour qu'ils puissent être bien dans leur tête, dans leur peau, pour pouvoir faire ce travail-là. Malheureusement, ça s'est détérioré et puis on en est arrivé là. On n'a pas d'école. Est-ce qu'on pourrait mettre une structure en place pour les enseignants? Tout ça, ça fait partie d'une politique générale. Et ça m'amène à demander à ceux qui ont des ambitions politiques pour la RCA qu'ils commencent déjà par sensibiliser... On parle de tous les partis qui existent. Tous les hommes politiques de la RCA qui commencent déjà par réfléchir sur les conditions pour l'éducation nationale, les conditions pour la santé, les conditions pour les infrastructures routières, etc. etc. Tout ça, ça fait partie de ce que eux, en tant qu'hommes politiques, ils envisagent pour le pays. Pour le pays. Malheureusement, ce n'est pas ces éléments-là qu'ils utilisent pour leur propagande. Et ça génère toutefois, parce que les jeunes, parfois, sont naïfs. Ils sont naïfs, ils croient que... On les utilise. Voilà, on les utilise. Beaucoup sont utilisés. Voilà, et puis après, comme ce n'est pas dans l'intérêt du pays, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Or, si c'est une politique qui est générale, je crois que tout le monde peut en bénéficier. À l'époque, moi, quand j'étais au collège, j'avais une bourse. Même dans les grands pays développés, la France, un peu partout, il y a des bourses nationales qui existent. Mais est-ce que c'est normal que dans un pays comme la RCA, on ne peut plus octroyer des bourses à des élèves qui sont brillants? Bien sûr. Ne serait-ce pour les encourager, ne serait-ce pour soulager un peu la famille? Et malheureusement, beaucoup d'entre nous restent ici avec leur diplôme au lieu de le servir pour le pays. Et effectivement, beaucoup de gens, nantis des bons diplômes, souhaitent aller ailleurs que rentrer en RCA. Bien sûr. Pourquoi? Est-ce que les différentes crises aussi font que voilà. l'instabilité Il y a du ces pays, crises, mais c'est beaucoup plus cette période d'insécurité que le pays vit au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas habitué à entendre des coups de feu tous les soirs, à se faire braquer à chaque angle de rue, à être agressé, à se faire tuer comme des mouches. Ça ne peut pas encourager les gens. Quelle que soit la motivation, quel que soit le nationalisme, quel que soit le patriotisme de l'individu, je ne crois pas qu'il sera capable de pouvoir prendre ce risque comme ça. Et malheureusement, c'est ce que vit le pays.